Bonjour. Bonjour, chers élèves. Bonjour, chers professeurs. Bonjour madame. Madame. Nous attendons encore 2 minutes pour que tout le monde arrive. Alors, Monsieur Tomic, on va d'abord vous écouter, on va vous présenter d'abord, ensuite vous écouter et nous passerons aux questions des élèves. Donc, je vous laisserai gérer le temps. Bonjour monsieur. Maintenant, pour tous les participants, nous accueillons monsieur Yves Tomic, qui est l'auteur de la Serbie du prince Milos à Milosevic, cofondateur de la revue Balkanologie, et il a été témoin expert pour le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Maintenant, il va vous donner des informations sur l'affaire dans laquelle il travaillait. Merci monsieur encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous. Je peux partager un document Maintenant, vous pouvez. Ouais. Je retrouve... Et on ne vous entend pas. Ah, attendez. Vous m'entendez là ou... Oui. On peut vous entendre, monsieur. Ok, merci. Attends, je vais voir si je mets en... Vous voyez mon écran? Oui. Oui. D'accord. Donc, vous vous êtes intéressé à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, donc l'affaire qui a opposé la Bosnie-Herzégovine à la Serbie et Monténégro, qui au moment d'ailleurs de la plainte, donc en 1993, ne s'appelait pas Serbie et Monténégro, mais fédérale de Yougoslavie. Donc notamment, à travers cette affaire, il s'est agi d'examiner si la République fédérale de Yougoslavie, qui a changé plusieurs fois de nom après 1992, puisqu'elle est devenue en avril 1992, la Serbie et le Monténégro sont devenus la République fédérale de Yougoslavie. Ils ont ensuite changé de nom plus tard donc, pour s'appeler Serbie et Monténégro. Et ensuite, le Monténégro ayant pris son indépendance, il n'était plus question que de la Serbie. Donc, il s'agissait de voir donc, si cet État, cette structure étatique a commis un crime de génocide en Bosnie-Herzégovine, et si par conséquent, cet État avait violé donc, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide datant de 1948. Donc ça, vous l'avez vu dans vos travaux de recherche sur la question. Vous avez étudié donc, cette convention datant de 1948, qui est entrée en vigueur en 1951. Donc tout ça, bien entendu, la question du crime de génocide et sa définition en matière de droit international fait suite aux événements de la Deuxième Guerre mondiale. Je vais peut-être passer sur les différentes étapes. Toujours est-il que c'est à partir de 1948 qu'on a une définition qui en est donnée et que la communauté internationale, disons, se dote d'outils pour traiter donc, les crimes de génocide. Donc, ça un traité de droit international, bien entendu. Alors moi, je ne suis pas du tout juriste, je ne m'occupe pas de droit international, je suis historien et donc je connais bien l'histoire des Balkans et notamment l'histoire de l'ex-Yougoslavie, donc je n'apporterai pas du tout d'expertise dans ce domaine. Ce que l'on peut retenir en tout cas de la définition de crime de génocide,
c'est que c'est un crime donc, qui est commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Donc, tout est dans le ou tout ou en partie. Ça, c'est important. Par ailleurs, cette définition exclut moins les violences qui seraient contre des groupes politiques ou ce qui relèverait, disons, du génocide culturel. Donc, bien entendu, ça a été le résultat, un aboutissement d'une discussion entre États, donc effectivement entre de très nombreux États. Et par ailleurs, ce qu'il est important de noter, effectivement, c'est que, outre cette définition, donc les États s'engagent à prendre des mesures pour prévenir et sanctionner le crime de génocide. Il y a d'autres aspects qui sont aussi importants, c'est que l'obligation de prévenir le crime de génocide, c'est, comment dire, concerne également des cas où un État aurait la capacité d'influencer d'autres États, et notamment cette notion tout à fait intéressante dans le cas qui oppose la Bosnie à la Serbie, puisqu'en fait, officiellement, la Serbie ou la République fédérale de Yougoslavie, peu importe le nom que nous utilisons, officiellement, cet État n'était pas en guerre en Bosnie-Herzégovine, mais il avait de fait une influence sur les Serbes de Bosnie-Herzégovine. Bon, après, quand je dis qu'il n'était pas en guerre, c'est bien entendu, on peut démontrer tout à fait le contraire. Il était investi et soutenait complètement l'effort de guerre des Serbes de Bosnie-Herzégovine. Voilà, donc en France, il y a un groupe de chercheurs qui travaillent sur les violences de masse, qui avait créé donc une encyclopédie en ligne sur les violences de masse. Et c'est donc un projet qui est porté par des chercheurs de Sciences Po, l'Institut de sciences politiques de Paris. J'ai donné cette référence, puisque en fait, ils mènent un travail très intéressant et ils essayent de recenser, donc, à travers l'histoire, disons, plutôt de la fin du 19e jusqu'à nos jours, tous les cas donc, de violence de masse, tout ce qui se rapproche du génocide, en apportant donc études de cas, chronologie. Il y a tout un travail qui est mené sur ce type de crime. Alors, l'affaire qui nous intéresse, elle se passe dans un contexte de désintégration de la Yougoslavie. Donc ça, je le rappelle parce qu'en fait, ça va avoir beaucoup d'effets sur les affaires qui vont être jugées par la Cour internationale de justice, puisque bon, vous avez l'affaire entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, mais vous avez également entre la Croatie et la Serbie. Il y a d'autres cas encore. Et en fait, donc, ce que l'on voit, c'est qu'on avait un État de Yougoslavie, donc la Yougoslavie communiste, qui va se désagréger, se désintégrer en 80, au cours d'une année, disons 91-92. Et donc, on a dans un premier temps les indépendances de la Slovénie et de la Croatie en juin 1991. On a la République de Macédoine également qui devient indépendante en novembre 1991. Et ensuite, donc, la Bosnie-Herzégovine qui devient indépendante suite à un référendum qui est organisé au printemps 92. Son indépendance est reconnue le 6 avril 1992. Donc, dans ce contexte, la Serbie et le Monténégro, qui sont les deux seuls États qui restent dans la Yougoslavie, dans ce qui était la République fédérative de Yougoslavie, décident de se réorganiser, de se redéfinir, et ils deviennent du coup la République fédérale de Yougoslavie. Donc tout cela se produit dans la foulée de l'indépendance de la Bosnie, et donc la Constitution est adoptée donc, fin avril 1992. Donc là, je vous ai montré sur une carte un peu l'illustration de la désintégration de la Yougoslavie. On reviendrait sur les différents découpages tout à l'heure, mais on voit bien donc, que c'est un territoire qui a subi donc, comment dire, une redéfinition de ses frontières, y compris à l'intérieur d'un même État, surtout en Bosnie-Herzégovine. Mais donc on a eu effectivement tout au long de cette période, que ce soit en Croatie, en Bosnie, la séparation de territoires
cas de territoire serbe en Croatie, rebaptisé République serbe de Bosnie-Herzégovine, ce qu'on appelle la Republika Srpska. Et tout ce processus de désintégration, en fait, donc, a commencé en réalité, bon, bien avant le début de la guerre, hein, mais je ne vais pas revenir sur l'histoire de la Yougoslavie. Toujours est-il que ça s'est étalé entre 1991 et 1992 jusqu'en 2008, donc année de la déclaration de l'indépendance du Kosovo. Donc ça a été un très long processus. Alors, là, je m'attarde dessus uniquement parce que dans le cadre de votre projet, en fait, cela a eu des incidences sur le travail de la Cour internationale de justice, puisqu'en fait, on s'est posé la question de savoir si donc la République fédérale de Yougoslavie, qui a été instaurée donc, fin avril 1992, était bien, comment dire, membre ou pas. On se posait la question de savoir si cet État était membre ou pas des Nations Unies. Et donc, parmi les juristes, ceux qui ont analysé le droit international, il y a eu quand même des avis très divergents. Et donc, ce que l'on sait, c'est qu'en tout cas, la dissolution de la Yougoslavie a été constatée par la commission d'arbitrage pour la paix en Yougoslavie donc en juillet 1992. C'était la fameuse commission Badinter. Mais du coup, on a eu une incertitude quant au statut de la République fédérale de Yougoslavie par la suite, puisqu'en fait, s'agissait-il d'un État continuateur, c'est-à-dire un État qui se réclamait de l'ancienne Yougoslavie, ou bien était-ce, comme les autres États, comme la Slovénie, un État successeur de la Yougoslavie communiste. Et par ailleurs, la République fédérale de Yougoslavie n'est devenue membre des Nations Unies que le 1er novembre 2000. Donc, ça a eu des incidences sur les différentes affaires qui ont été traitées par la Cour internationale de justice, puisqu'en fait, comme certains considéraient que la Serbie, ou peu importe son nom, parce que, République fédérale de Yougoslavie ou Serbie-Monténégro, comment dire, on estimait qu'il ne faisait pas partie des Nations Unies, donc par conséquent, il n'avait pas, comment dire, ne s'était pas lié à comment dire, à tout ce qui relève donc de la convention qui nous intéresse aujourd'hui, donc qui réprime le crime de génocide. Par conséquent, donc la Cour internationale de justice pouvait être considérée comme incompétente dans ces affaires. Donc il y a eu toute une série de débats entre juristes là-dessus, et ça a donné des travaux de la Cour internationale de justice. Alors, je ne peux pas entrer dans le détail, moi-même je ne suis pas juriste, mais c'est une dimension quand même justement importante qu'il faut mentionner. Donc, pour revenir au cœur du sujet, donc, ce qui oppose la Bosnie-Herzégovine à la Serbie, ce qui va se passer donc, en 1993, c'est que la Bosnie-Herzégovine va dénoncer toute une série de crimes perpétrés sur son territoire. Donc, elle va en donner un certain nombre d'exemples. Il y a tout un recensement qui est fait. Donc, ce qu'il faut voir justement, c'est qu'en 1993, il est difficile pour les autorités bosniaques d'avoir toutes les preuves, mais bon, même si on a très bien vu ce qui se passait sur le terrain, mais vu que quand on est en situation de guerre, on n'a pas accès à des sites qui peuvent être occupés par d'autres armées que celle de l'État dont on se revendique. La plainte a été déposée donc, pour des crimes qui ont été commis, en tout cas en 1992 et 1993. Après, par la suite, comme c'est une procédure qui s'inscrit dans la durée, on y a inclus d'autres crimes qui ont été perpétrés après, et notamment le massacre de Srebrenica. Donc, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que la guerre, en grande partie, est liée au projet établi par les dirigeants politiques de la Serbie, de Belgrade, dans la mesure où ils ont, dans le contexte de la désintégration de la Yougoslavie, une volonté de réunir l'ensemble des territoires peuplés par les Serbes de Yougoslavie. Donc, cette volonté, ils l'ont exprimée, en fait, on en a des traces, ils l'ont exprimée dès l'année 90, donc avant que la guerre n'éclate même
en Croatie, on a des premiers incidents en 1991. Toujours est-il qu'on a des éléments, on retrouve notamment, il y a un document qui est très important, c'est le journal du dernier président de la Yougoslavie, Borisav Jović, qui était le représentant de la Serbie au sein de la présidence collégiale de Yougoslavie. Donc, je vous rappelle que la présidence de la Yougoslavie était une présidence collégiale dans laquelle il y avait 8 représentants. Et chaque année, le chef de l'État changeait. Donc, chaque année, il y avait un nouveau représentant. Et donc, ces représentants, en fait, ils étaient les délégués de leur république ou province autonome. En Yougoslavie, république et 2 provinces autonomes. Et au niveau de la présidence collégiale du pays, ils se relayaient pour une période d'1 an. Et dans cet ouvrage donc, du président yougoslave Borisav Jović, il y a énormément d'informations sur justement les intentions de Belgrade, les intentions des dirigeants serbes de l'époque vis-à-vis des territoires peuplés de Serbes, donc en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Voilà, donc dès mars 90, on peut voir des propos qui montrent que donc, les Serbes des 2 républiques en question refuseront de vivre en tant que minorité nationale, puisque effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, dans le cas de la Croatie, pendant la période de la Yougoslavie communiste, les 2 peuples constitutifs de la République de Croatie étaient les peuples croates et serbes. Or, dans le contexte de l'éclatement de la Yougoslavie, de l'indépendance de la Croatie, la position des Serbes a été revue par le nouveau pouvoir en Croatie, et les Serbes sont passés de peuple constitutif au statut de minorité nationale, ce qui a bien entendu alimenté aussi un mécontentement parmi les Serbes de Croatie. Et ensuite, on peut retrouver des éléments de cette volonté tout simplement de créer des territoires serbes en Croatie et en Bosnie-Herzégovine dès juillet 1990. Donc, on est une bonne année avant que la guerre vraiment n'éclate en Croatie, puisque un rassemblement des Serbes de Croatie adopte donc le 25 juillet 1990 une déclaration sur la souveraineté et l'autonomie du peuple serbe, et également donc, adopte un Conseil national serbe chargé de représenter les Serbes de Croatie. En août 90, ce Conseil national serbe annonce l'organisation d'un référendum sur l'autonomie des Serbes en Croatie. En février 91, ce Conseil national serbe décide la séparation donc, de ce territoire qui est sous leur contrôle du reste de la République de Croatie, et décide de maintenir ce territoire à l'intérieur de la Yougoslavie. Donc on voit bien qu'il y a une volonté séparatiste, irrédentiste. Et pareil, plus tard, donc en mai 1991, donc, il y a une assemblée qui s'est constituée donc, de cette région qu'on appelle la région autonome serbe de Krajina. Et donc l'assemblée de cette proclame le rattachement de la Krajina à la République de Serbie. Donc en fait, le conflit en Bosnie a commencé de fait en Croatie. Et ce qui se passe en Bosnie, en fait, est la continuation des événements de Croatie, avec cette logique pour la Serbie de récupérer les territoires peuplés de Serbes, mais pas uniquement. Donc côté bosniaque, côté Bosnie-Herzégovine, le 25 octobre 91, nous sommes là donc avant la déclaration d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, voilà, l'indépendance est reconnue le 6 avril 1992, donc on est là quelques mois avant. On a donc la constitution, donc le 25 octobre, de l'Assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Donc on voit bien là aussi qu'il y a une volonté donc, de séparation. Par ailleurs, en novembre, on a un référendum, donc un plébiscite du peuple serbe donc vivant en Bosnie-Herzégovine, un référendum pour donc décider de rester dans le cadre de la Yougoslavie. Donc il refuse l'indépendance, la perspective d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Et au lendemain justement de la reconnaissance de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, donc
qui intervient le 6 avril. Le 7 avril, donc le lendemain, à Banja Luka, donc ville du nord de la Bosnie-Herzégovine, donc qui deviendra une des principales villes de la République serbe de Bosnie, on a la proclamation donc, par l'Assemblée du peuple serbe de l'indépendance de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, qu'on appelle souvent la Republika Srpska. Donc, tous ces événements, en fait, sont appuyés, sont soutenus par le pouvoir de Belgrade. On en a énormément de preuves. Tout cela a été déclenché par l'action, en fait, des autorités politiques serbes de Serbie. Alors, ce qu'il faut voir, effectivement, c'est que la réalisation de ce projet s'accompagne de l'expulsion par des moyens criminels des populations non serbes des territoires donc, censés intégrer l'État unifié des Serbes. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, la Serbie en 1991, si on prend en compte donc, les chiffres du dernier recensement de l'époque, donc en l'occurrence c'est celui de 1991, la Serbie est loin d'être un État mononational. Puisqu'en Serbie, on compte 65,7% de Serbes. Il y a énormément en fait, de minorités nationales. Alors, il y a des minorités nationales qui vivent dans 2 provinces autonomes de la Serbie, une au nord qui s'appelle la Vojvodine. On va trouver beaucoup de Hongrois notamment, mais aussi des Tchèques, des Slovaques, des Roumains. Et au sud, on a la province autonome du Kosovo, où on compte également beaucoup d'Albanais. Donc les Serbes sont loin d'être les plus... Dans certains territoires, ils ne sont pas majoritaires. Les 2 tiers de la population en Serbie. Or, si vous intégrez, par exemple, vous avez la prétention d'intégrer les territoires de la Bosnie-Herzégovine à la Serbie, il suffit de faire des additions et on se rendrait compte que la part des Serbes ne serait plus que de 55%. Donc les Serbes seraient, comment dire, majoritaires, mais que de peu dans l'État national qu'ils prétendent créer en unifiant l'ensemble des territoires qu'ils considèrent comme serbes. Cette politique justement d'expulsion des non-serbes qui n'a pour but que de renforcer la part des Serbes à l'intérieur de cet État. Par ailleurs, un des objectifs qui a été fixé, c'est d'avoir des territoires aussi contigus, donc qui sont liés les uns aux autres, d'où l'importance dans le conflit en Bosnie-Herzégovine de la conquête de ce qu'on a appelé les enclaves. Il y avait pas mal d'enclaves de Bosniaques musulmans, notamment, parfois également plus de Croates. Et Srebrenica, justement, était l'une de ces enclaves. Je peux vous le montrer à travers une illustration de la carte des populations donc, de 1991. Nous avons donc en bleu foncé et en bleu la part des Serbes à l'intérieur donc, de la Bosnie-Herzégovine. La répartition, disons, géographique des Serbes à l'intérieur de la Bosnie. En vert, ce sont les Bosniaques musulmans. Et en rouge, donc, les déclinaisons du rouge, donc, ce sont la population croate. Donc déjà, on voit que la population croate est moins nombreuse et présente sur moins de territoires de la Bosnie. Et ensuite, on a surtout une répartition et un entremêlement en fait, des populations serbes et bosniaques musulmanes. Et justement, la Serbie va faire en sorte en fait, d'assurer une continuité territoriale. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris sur l'écran. Et on la voit. Oui. Vous la voyez? Oui. Oui, très bien. Par exemple, ici, on est dans la région, donc c'est la Krajina bosniaque. Ici, au-dessus, vous avez ce qu'on appelle la Krajina donc en Croatie. Et on voit bien ici, vous avez une poche de population musulmane. Donc, ce qui va se passer notamment en 1992, c'est que l'on va, en l'espace de très peu de temps, l'armée yougoslave qui était présente ici et qui va se rebaptiser Armée de la République serbe,
va prendre en possession de 70% du territoire de la Bosnie-Herzégovine, et notamment va organiser l'expulsion des populations musulmanes donc de certaines poches, comme ici par exemple dans la région de Prijedor. Donc Prijedor, c'est une localité la Krajina bosniaque, qui vont en fait, comment dire, qui peut être un cas d'étude intéressant dans la mesure où c'est à travers les événements qui s'y sont produits au printemps 92, c'est ces événements-là qui nous ont permis en fait d'illustrer tout le processus en fait de nettoyage ethnique qui a été mené par les autorités serbes locales. Notamment, bon là j'entre un peu dans la suite de l'exposé, mais en tout cas c'est là où on va commencer à assister effectivement dans un premier temps à la mise en place d'interdictions visant les Bosniaques musulmans. Il aurait interdit de sortir, il aurait interdit de se rendre dans certains lieux. Il y a des notables locaux, donc ça peut être des hommes politiques, ça peut être des avocats, des journalistes, des représentants d'associations qui sont assassinés. Et ensuite, on a une volonté encore plus claire de les expulser. Donc, on les transfère au départ dans des camps. Donc, il y a des camps notamment le camp en Opolie. Vous avez certainement vu ces photos que l'on a vues qui datent donc du printemps 92. On voit des hommes derrière des barbelés. Voilà. Et donc, à travers toutes les étapes de ce processus qui est officiel, puisque en fait, l'État serbe de Bosnie produit des documents à chaque fois. Il fait signer des papiers aux citoyens bosniaques musulmans, notamment lorsqu'il les expulse. Il en fait signer des papiers comme quoi qu'elles ne veulent pas revenir vivre dans ces territoires, par exemple. Donc, tout cela est documenté, on a énormément de traces. Et donc, à chacune des étapes, en fait, on a des exactions qui sont commises, des crimes, des meurtres, des tortures, etc. Et ce qui s'est passé ici dans la région de Prijedor, on va le retrouver également dans d'autres poches, notamment le long de la frontière ici avec la Serbie. Voilà. On pourrait multiplier les exemples. C'est tout ce que donc a documenté le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine lorsqu'il lance sa plainte auprès de la Cour internationale de justice. Donc effectivement, si on parle du projet de Grande Serbie, donc d'une Serbie unifiée, notamment dans ce projet, il y a, on va dire, quelque part, deux acteurs différents, distincts. Il y a le pouvoir donc, établi à Belgrade, donc à travers la personne notamment de Slobodan Milošević, qui est le président de la Serbie de l'époque, qui deviendra plus tard le président de la Yougoslavie. Donc, ce pouvoir donc, est issu de l'ancien Parti communiste de Serbie, et c'est un pouvoir qui a fini par adopter la cause du nationalisme serbe. Mais par ailleurs, on a des partis qui sont initialement dans une tradition nationaliste, et notamment le parti politique donc, qui s'appelle donc le Parti radical serbe, qui lui revendique en tout cas clairement l'idée de Grande Serbie, et notamment son leader, Vojislav Šešelj, a formulé un plan et des objectifs très précis. Et il va se mettre au service en fait de la cause défendue par les autorités de Serbie, en envoyant dans un cadre tout à fait officiel, avec l'appui de l'armée yougoslave, va envoyer des volontaires, des combattants donc, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Donc, dans le cadre de son projet, on voit qu'il place les frontières de la Serbie donc, très loin donc, en Croatie, mais il inclut également la Macédoine qui, elle, est devenue indépendante en novembre 1991. Donc, c'est vraiment un grand territoire. Milošević et donc le Parti socialiste de Serbie n'incluait pas nécessairement la République de Macédoine dans ces projets. Ils avaient surtout des vues sur les territoires serbes donc, de Croatie et de Bosnie-Herzégovine.
Donc là, c'est une carte qui illustre les territoires contrôlés par les forces armées serbes donc, au cours de la période des conflits en Croatie et Bosnie-Herzégovine. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré la carte qui était très bigarrée de la Bosnie-Herzégovine. Donc, il y avait des taches un peu de toutes les couleurs. Et là, on se rend compte que les conflits, la guerre a amené quelque part à une forme de simplification. Et donc là, la création d'un gros territoire serbe à l'ouest de la Bosnie, avec une poche ici, une poche musulmane. Ici, donc, en Bosnie centrale, avec Sarajevo comme capitale, un territoire contrôlé par les Bosniaques musulmans. Et ici, le long contigu à la Croatie, à la Dalmatie, un territoire contrôlé par les Croates. Donc là, je n'entre pas dans la complexité du conflit, qui s'est produit en Bosnie-Herzégovine, parce que là, bon, j'ai porté, comment dire, l'attention uniquement sur l'implication de la Serbie, mais en l'occurrence, la partie croate avait le même type de velléité que la Serbie, c'est-à-dire que la Croatie souhaitait récupérer des territoires de la Bosnie-Herzégovine pour ensuite les rattacher à la Croatie. Notamment, a été créé pendant cette période-là. Donc, on avait d'une part la Republika Srpska. Les Croates ont créé leur propre État également sous le nom de Herceg Bosna pendant la guerre. Donc, on a d'une part donc, une guerre qui va opposer les forces armées serbes aux Croates et Bosniaques musulmans, mais on a aussi un conflit entre Croates et Bosniaques musulmans. Et les Américains ensuite interviendront pour faire en sorte de mettre fin, en tout cas, au conflit qui opposait les Bosniaques musulmans et les Croates. Sinon, c'était un peu trop compliqué. Il était trop compliqué de trouver une solution de paix dans une telle configuration. Voilà. Donc, le rôle de la Serbie, donc, il est très important. Il y a donc une responsabilité d'ordre politique. Il y a un projet politique qui est clairement établi, que l'on peut voir à plusieurs niveaux, donc au niveau de l'appareil d'État, au niveau de la politique officielle, mais également au niveau de certains partis politiques qui obtiennent le soutien du pouvoir politique. Donc, pendant toute cette période, c'était flagrant en Croatie, c'était l'armée yougoslave qui intervenait, mais pendant toute la période du conflit en Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995, la République fédérale de Yougoslavie a fait en sorte que ses ressortissants, donc que les Serbes donc de Serbie, ne combattent pas en Bosnie-Herzégovine. Donc, on a notamment, l'armée yougoslave a envoyé en Bosnie beaucoup d'officiers ou de soldats qui étaient serbes, mais serbes de Bosnie-Herzégovine, mais qui étaient peut-être dans des casernes en Serbie, que ce soit en Voïvodine ou au Kosovo. Mais toujours est-il que, bien que voulant montrer qu'elle n'était pas impliquée dans la guerre, elle a quand même transféré tout au long de cette période de nombreux officiers, à peu près 5000 officiers qui sont venus renforcer les rangs de l'armée de la Republika Srpska. Et ces officiers, ces soldats, ont continué à être rémunérés par l'armée yougoslave. On a des informations là-dessus. C'est des sujets qui ont été abordés dans le cadre de plusieurs procès au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Et notamment a bien été identifié un centre de gestion, en gros, du personnel des armées, donc le centre du personnel 40, qui servait de point, disons, d'organisation et de transfert des soldats de l'armée yougoslave donc, établis en Serbie, qui les envoyaient donc vers les territoires serbes de Croatie ou de Bosnie-Herzégovine. Donc, d'une part, il y a un lien donc, entre l'armée yougoslave, puisqu'elle envoie donc, ces soldats combattre donc, dans les nouveaux États voisins, mais on a également la même chose du côté de la police. On a une intervention des unités spéciales de la police. Donc, ces unités spéciales, en fait, relevant de l'appareil
en relevant donc, de la sûreté d'État et ce qu'on appelle donc les services de renseignement. Et donc, tout au long de la guerre, que ce soit en Croatie ou en Bosnie-Herzégovine, la police serbe, ses services secrets, ont envoyé énormément de combattants, des volontaires, dans des unités paramilitaires qui avaient d'ailleurs des noms très variés, et notamment en ce qui concerne les massacres de Srebrenica, une de ces unités, sous le nom de Scorpion, si je traduis, était présente dans l'enclave. Bien entendu, les services de renseignement ont toujours agi dans le secret, parce qu'il s'agissait effectivement de montrer à l'époque que la Serbie n'intervenait pas dans le conflit, alors qu'elle le faisait, bien entendu. Et à la fin de la guerre, malheureusement, les services ont détruit toutes les preuves qui pouvaient amener à donc, matérialiser l'intervention des unités donc, des services de renseignement serbes en Bosnie-Herzégovine. Et d'ailleurs, les responsables de la sûreté d'État, donc Stanisic et Simatovic, ont été inculpés par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Et donc, il y a déjà eu un premier jugement, et donc je crois qu'ils ont fait appel, et il devrait y avoir donc un second jugement. Donc, ils ont été, bien entendu, jugés au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Par ailleurs, au niveau des preuves, et notamment concernant le génocide de Srebrenica, il y a des comptes rendus du Conseil de défense pardon, de la République fédérale de Yougoslavie. Alors, je dis qu'ils attesteraient, mais manifestement, ils attestent de l'implication de la Serbie dans le génocide de Srebrenica. Ces comptes rendus, donc, qui sont classés, on va dire, secret défense, qui sont confidentiels, ont été transmis par la Serbie au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, mais dans la mesure où l'État de Serbie a demandé à ce qu'ils ne soient pas utilisés, le tribunal les a consultés, mais ne les a pas exploités dans les différents procès. Et là, je vous renvoie à l'affaire Florence Hartmann. Je ne sais pas si vous voyez de qui il s'agit. Florence Hartmann était la porte-parole de la procureure du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Carla Del Ponte. Donc, elle s'occupait des relations avec la presse, les médias. Et elle va dévoiler l'existence de ces documents, de ces comptes rendus du Conseil de défense, notamment en ce qui concerne le génocide de Srebrenica. Et le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie va du coup engager une procédure contre elle, ce qui fait qu'elle aura été jugée et condamnée par le tribunal pour avoir divulgué des documents, l'existence de documents confidentiels, donc détenus par le tribunal. Après, il y a d'autres éléments matériels, si on regarde, donc, outre la présence d'unités des forces spéciales de la police lors des massacres de Srebrenica, donc des unités venant de Serbie. Tous les bus et camions qui ont été utilisés pour déplacer les hommes donc, de Srebrenica dans différentes directions, tous ces bus et camions venaient de Serbie. Ce n'étaient pas des bus et camions de villes de la République serbe de Bosnie. Ils venaient donc de villes situées plus ou moins à l'ouest de la Serbie, donc proche de la Bosnie, donc des villes notamment de Šabac, Valjevo, Užice, etc. Donc il y a des preuves matérielles qui montrent bien qu'il y avait une organisation de fait, un lien avec la Serbie. Voilà. Donc en fait, dans l'affaire qui a opposé la Cour internationale, qui a opposé la Bosnie à la Serbie, Monténégro puis la Serbie, on a estimé que la Serbie, bien que effectivement ayant participé à l'effort de guerre des Serbes de Bosnie, puisqu'il y avait un soutien logistique, matériel, qu'elle n'avait pas pu, que quand bien même elle aurait pu empêcher le génocide, en fait, elle n'aurait pas pu matériellement le faire. Voilà, c'est un peu ça
l'aboutissement de la procédure, ce qui fait que la Bosnie, de fait, a été déboutée. Mais pourquoi en est-on arrivé là? Pour la plupart des experts et des observateurs de cette région, en fait, il y avait manifestement une volonté politique de ne pas sanctionner la Serbie, puisqu'effectivement, si le crime et sa participation au génocide avaient été reconnus, il y aurait eu réparation. Et réparation donc en millions de dollars. Or, pour la communauté internationale, les grandes puissances, on va dire, l'objectif était de stabiliser, d'apporter la paix dans cette région. Or, en l'occurrence, on estimait que si on imposait des sanctions et des réparations à la Serbie, en fait, on aurait compromis les chances de paix dans la région. Donc, c'est là où, parfois, donc, on a affaire à des institutions juridiques, mais c'est le cas, par exemple, au tribunal pénal international. Quand on regarde les juges sont envoyés par des États. Quel est le lien entre les juges et les États? Sont-ils là pour défendre, apporter la justice uniquement à partir de leur expérience individuelle, ou dans quelle mesure ont-ils un lien avec les États, donc les hiérarchies éventuelles de leurs États respectifs? Bon, c'est des questions qui se posent. Toujours est-il qu'on a estimé, en tout cas, que c'était plus un jugement de nature politique et qui n'était pas de fait étayé, puisqu'en fait, il y avait des éléments matériels qui permettaient de prouver que la Serbie était impliquée dans les massacres. Voilà, donc j'en ai fini avec ma présentation. Merci, monsieur, pour cet exposé vraiment enrichissant et informatif. Maintenant, nous pouvons passer aux questions des participants. S'il vous plaît, pour poser votre question, levez vos mains virtuellement. Oui, monsieur le vice-président. Merci. D'abord, merci pour votre diaporama. C'était très intéressant. Mon question, c'est que si Tito ne meurt pas dans ces années-là, s'il il a vécu pendant des années de 1990, est-ce qu'il peut éviter la division de ex-Yougoslavie? Non. Du vivant de Tito, effectivement, il avait pu lui-même observer le cadre de la Yougoslavie, mais en fait, tous les mécanismes de la désintégration de la Yougoslavie ont été mis en place en fait au début des années 1970. Attendez, je vais arrêter le partage. Je veux dire par là en fait que la Yougoslavie s'est transformée en fait, c'était une fédération quelque part qui s'est transformée en confédération. Et en fait, il y avait un pouvoir central très faible au cours des années 70 et 80. Et en fait, le pouvoir était surtout dans les républiques. Donc, chacune des républiques, en fait, contrôlait sa propre économie, disposait énormément de prérogatives, et en fait, le pouvoir central était très faible. Ce qui fait que la Yougoslavie a perdu en cohérence, en cohésion, et tous les éléments, moi j'ai écrit des articles là-dessus, j'ai travaillé sur ce sujet, comment dire, le mécanisme de la désintégration étaient déjà en place avant que la guerre n'éclate. Voilà. Merci pour votre réponse. Oui, monsieur l'avocat. Excuse-moi. Merci de votre discours tout d'abord, monsieur Ivan Tomic. Je voudrais demander que en 2007, comment vous pensez que la Serbie et le Monténégro ont empêché le jugement du génocide? Parce qu'avec des preuves, c'est clair, mais comment il a empêché en fait, à vos avis?
Mais en fait, on a montré, on a reconnu que la Serbie, de fait, avait soutenu les forces armées serbes de Bosnie-Herzégovine, mais on a considéré que, quand bien même elle aurait essayé d'empêcher le génocide, elle n'en avait pas les moyens, c'est-à-dire les moyens, en tout cas, elle n'en avait pas les moyens. Parce qu'en fait, on a considéré que, certes, elle envoyait des hommes, donc des soldats de Serbie ou des policiers, des membres des forces spéciales combattre en Bosnie, mais on a considéré du coup que ces hommes n'étaient pas sous l'autorité directe de Belgrade, puisque ces hommes, en fait, devenaient des subordonnés des forces militaires serbes de Bosnie-Herzégovine. Donc, du coup, ils étaient non plus sous l'autorité de Belgrade, mais sous l'autorité de la Republika Srpska. Effectivement, ce sont des individus qui sont envoyés et ils se placent ensuite sous l'autorité de l'armée de la République serbe. Et ce sont des nuances qui ont été apportées, soulignées. Et c'est ça qui a permis de montrer qu'il n'y avait pas un lien direct en réalité. Mais voilà, chacun a son appréciation. Merci. Oui, monsieur l'avocat. Premièrement, vraiment, merci beaucoup pour cette présentation. D'après vous, monsieur, est-ce que c'est possible que les raisons d'avoir donné de l'aide à Republika Srpska par le gouvernement de la Serbie peut être assorties au sentiment d'autoprotection contre les Bosniaques quand on considère les événements qu'on a vécus dans le passé? Dans le cadre de ce conflit, alors en 1992, il n'y a pas d'armée de Bosnie-Herzégovine déjà, qui va se créer en réaction à l'agression qui est menée par la Serbie de fait. Donc, ce qui fait qu'au tout début, au printemps 1992, l'armée serbe, les forces armées serbes vont prendre le contrôle de 70% de la Bosnie-Herzégovine. Alors après, bien entendu, les forces de police, les forces armées créées par l'État de Bosnie-Herzégovine, donc principalement par les autorités donc, de Sarajevo, ces forces armées vont s'organiser, vont se renforcer. Et dans une guerre, il n'y a pas, comment dire, certes, il peut y avoir un agresseur, mais quand on défend, on peut aussi commettre des crimes. Et effectivement, des crimes vont être commis aussi contre les Serbes de Bosnie-Herzégovine, dans plusieurs localités. Et donc la défense, justement, de la République fédérale de Yougoslavie ou de la Serbie du Monténégro, ce sera basé sur des cas donc, de crimes qui ont été commis par les forces armées dites loyales, donc l'armée de Bosnie-Herzégovine en l'occurrence, contre des populations serbes de Bosnie-Herzégovine. Mais quand on regarde la réalité ensuite des crimes qui ont été commis pendant la guerre, donc on a souvent, et j'ai vu d'ailleurs que dans le rapport que vous avez produit, vous mentionnez des chiffres de 200 à 300 000 morts pendant la guerre. En l'occurrence, il y a eu heureusement beaucoup moins de morts, mais c'est déjà trop, puisque aujourd'hui on estime qu'il y a eu à peu près entre 100 et 105 000 morts pendant la guerre. Les 2/3 des victimes en Bosnie-Herzégovine sont des Bosniaques musulmans. Les 2/3. Ensuite, on a un bon tiers donc, de victimes serbes, et le reste étant des victimes croates ou d'autres nationalités. Donc on voit bien que la violence, proportionnellement, a visé beaucoup plus les Bosniaques musulmans que les autres populations. Mais il est vrai que dans un conflit armé, il y a des victimes des deux côtés, ou de l'ensemble des côtés, des parties qui sont impliquées. Donc moi, j'ai porté, comment dire, mon discours a porté uniquement sur la volonté serbe, disons, de s'étendre à l'ouest, donc en Croatie et en Bosnie-Herzégovine.
Et donc, j'ai présenté ce projet-là, mais je vous ai dit aussi que le conflit était bien plus complexe, puisque d'un autre côté, la partie croate avait également les mêmes projets, mais sur, comment dire, de moindre ampleur, puisque ça concernait moins de territoires, mais il y avait une volonté de la part du parti au pouvoir en Croatie, la communauté démocratique croate du président Franjo Tudjman, il y avait une volonté de récupérer un morceau de Bosnie-Herzégovine et de rattacher ce morceau à terme à la Croatie. Donc effectivement, c'est un conflit complexe et bien entendu, n'a pas été commis que par la partie serbe dans ce conflit-là, bien entendu. Après, c'est une question aussi de proportion et on voit bien, donc, si on se base sur la répartition ethnique des personnes tuées pendant la guerre, ce sont surtout les Bosniaques musulmans qui ont été victimes. Merci pour votre réponse. Moi, j'ai une question en tant que secrétaire général. Qu'en pensez-vous sur la décision qui a été faite en fait la semaine dernière? Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui. D'accord. Moi, j'ai une question. Qu'en pensez-vous sur la décision qui a été faite la semaine dernière? Monsieur, votre micro, s'il vous plaît. Oui, maintenant, ça devrait être bon. Votre micro semble ouvert. Je pense. Je ne sais pas si vous entendiez, parce que moi, je n'entendais plus rien. Oui, maintenant, est-ce que vous nous entendez? Oui? Monsieur Tomik, est-ce que vous nous entendez? Non, Orada birileri, siz beni duyabiliyor musunuz gençler? Evet, duyuyoruz madam. Monsieur Tomik, est-ce que vous m'entendez? Non. Bon, en attendant la reconnexion, vous pouvez réfléchir à vos questions. Donc, je pense surtout aux élèves de la CIG, mais aussi aux autres élèves qui nous écoutent. Si vous ne connaissez pas bien le sujet, c'est le moment aussi de vous cultiver. Donc, vous êtes aussi légitime à poser des questions. Et les journalistes aussi, également. Donc, Monsieur Tomik est en train de revenir. Il est là. Monsieur Tomik, vous nous entendez? Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. En fait, Gulbin avait posé une question. Je ne sais pas si vous l'avez entendue. Non. Voilà, je vous entends maintenant et voilà.
Ok, vous n'avez peut-être pas entendu la question de Gulbin, donc elle vous répète. Rebonjour, monsieur. J'ai voulu vous demander qu'en pensez-vous sur la décision qui a été faite la semaine dernière dans le tribunal? Monsieur, votre micro ne marche pas. Oui. On est vraiment désolé, mais on ne vous entend pas. Par contre, on vous voit très bien. Non, mais un simple. Yok, bloklamayın da. Evet. Tekrar girince olabilir. Mais vous étiez... en fait, on vous entendait très bien tout à l'heure. Zut alors. Hay Allah. Ne çıktı galiba tekrar. La présidente et le vice-président, si je sais, on attend vos questions. C'est votre comité et votre intervenant, donc il faut en profiter. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Parfait, parfait. On vous laisse répondre à Gulbin alors. Bah, le problème, c'est que je n'ai pas entendu la question malgré la Ah oui, deuxième oui. fois. Alors, ne touchez pas votre micro, c'est très bien. Donc, Gulbin vous demandait ce que vous pensez du verdict du tribunal la semaine dernière. Vous pouvez peut-être résumer juste en 2 mots pour ceux qui n'étaient pas au courant. Le problème, c'est que bon, je n'ai pas eu le temps de lire dans le détail le jugement. Bon, je sais que la peine a été confirmée. Toujours est-il qu'il y a eu un avis divergent de l'une des juges. Comme ça arrive parfois dans certains procès, effectivement, ce qu'il faut voir donc, au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, la Cour est donc composée donc de 3 juges. Or, ces juges peuvent avoir des désaccords. Ils ne sont pas d'accord sur tout. Et donc, en l'occurrence, lorsque moi j'ai témoigné au tribunal donc, contre Vojislav Šešelj, le leader du parti radical serbe, donc, qui était le promoteur de la Grande Serbie, l'un des juges, en l'occurrence, d'ailleurs, il s'agissait d'un juge français, il a eu, comment dire, des positions, en fait, une analyse divergente par rapport aux 2 autres juges. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait sur une telle affaire, donc l'affaire Mladic et donc, par conséquent l'affaire du génocide de Srebrenica, une divergence, cela atténue quelque part et ouvre la voie éventuellement à des formes de négationnisme ou en tout cas à des discours qui viseraient à remettre en cause la gravité des crimes qui ont été commis. C'est pas une bonne chose, je pense. Après, j'irai lire plus en détail, mais c'est ce que je ressens à ce qui. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le désaccord, en fait? Comment ça se fait que tous les juges ne soient pas d'accord et qu'il y ait quand même un verdict? Başka sorular var mı? Oui. Oui, monsieur l'avocat. Est-ce qu'il peut m'entendre? Monsieur Tomik, vous êtes là?
On dirait qu'il est là, en fait. Mais il est là. Vous m'entendez? Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur l'avocat, vous avez une question? Oui. Tout d'abord, merci beaucoup, Monsieur Yves, pour votre belle présentation. C'était très informatif pour nous. Et ma question est, d'après vous, est-ce qu'il y a une raison fondamentale pour que Radovan Karadzic se dirige d'une manière intolérante, indépendamment des commandes et haineuse contre les Bosniaques à cause des événements passés dans l'histoire? Donc, est-ce que c'est possible qu'il a ordonné tout ça juste pour satisfaire ses sentiments dégoûtants contre les Bosniaques et pas parce que le gouvernement de Serbie a ordonné le massacre de beaucoup de Bosniaques? C'est assez complexe parce qu'en fait, dans le discours nationaliste serbe, les Bosniaques musulmans sont considérés comme des Serbes s'étant convertis à l'islam. Ce qui voudrait dire que la guerre qui a été menée, donc c'est une guerre entre Serbes. Et quand on lit tous les documents qui ont permis de construire l'idéologie nationaliste serbe au XIXe siècle, on estimait qu'en Bosnie-Herzégovine, il y avait des Serbes de religion orthodoxe, de religion musulmane et de religion catholique. Et au XXe siècle, malheureusement, cette vision, on va dire, multiconfessionnelle a évolué et a été quelque part niée, quand bien même les Serbes ont continué de dire que les Bosniaques musulmans, en fait, étaient à l'origine des Serbes, mais qui se sont convertis à l'islam. Et pour pouvoir mener toute cette politique, donc accompagnée donc, de crimes de violence, les Serbes nationalistes, hein, pas tous les Serbes bien entendu, mais les Serbes nationalistes, ont réveillé quelque part, ont exploité les massacres de la Deuxième Guerre mondiale. Et puisque la Bosnie-Herzégovine a fait partie de la Croatie pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc effectivement, au cours de cette période, de nombreux Serbes ont été tués par les nationalistes croates et ils ont été enterrés dans des fosses communes. Et du coup, l'Église orthodoxe serbe en Bosnie-Herzégovine a voulu donner une sépulture individuelle à ces victimes de guerre. Et du coup, on a fait circuler l'idée que potentiellement les Serbes pouvaient être victimes d'un nouveau génocide. C'est-à-dire qu'on a prêté aux Croates et aux Bosniaques musulmans la volonté en fait qu'ils allaient qu'ils allaient exterminer les Serbes de Bosnie-Herzégovine. En fait, on a fait peur, on a entretenu une peur parmi les Serbes de Bosnie. Il y a eu une espèce de psychose qui s'est installée. Mais après, effectivement, quand on regarde les populations concernées, elles parlent toutes la même langue.
elles parlent toutes la même langue. Genre, il n'y a que la religion qui les sépare. Et c'est peut-être aussi pour ça que pour séparer des populations qui sont tellement proches, pour y parvenir, je crois que comment dire, certains ont opté voilà, pour une violence extrême, parce que la réalité de la Bosnie-Herzégovine, c'était aussi des populations mélangées, beaucoup de familles mixtes avec des parents, le père par exemple serbe, la mère bosniaque musulmane. Il y avait quand même une partie notamment dans des villes comme Sarajevo, il y avait une population très mélangée. Et du coup, pour les nationalistes serbes, il a fallu casser tout ça, toute possibilité justement de mélange, voilà, ça a été très violent, très violent. Mais effectivement, il y a quand même des contradictions dans le discours nationaliste serbe, parce qu'effectivement, c'est une guerre qu'ils ont menée quelque part contre des Serbes, mais de confession musulmane. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Oui, Madame l'avocate. Merci beaucoup. Premièrement, nous vous remercions pour cette présentation. Notre question est pourquoi pensez-vous que l'ONU ne pourrait pas protéger les zones de sécurité dans cette région? On peut penser effectivement que les grandes puissances et les Nations unies n'ont pas tout fait pour protéger les populations. On peut estimer qu'elles étaient parfois en grande partie, on peut estimer qu'elles avaient connaissance de certains projets, de certaines opérations, puisqu'il y a les services de renseignement de toutes les armées occidentales quand même qui ont été actifs au cours de cette période. Et je pense que quelque part, les grandes puissances ont laissé tomber les enclaves les unes après les autres. Il y avait l'enclave de Goražde, il y avait l'enclave de Srebrenica, pour aboutir à une simplification tout simplement de la carte. Puisqu'en fait, au cours de cette période, depuis en gros depuis 1993 jusqu'à 1995, il y a des négociations qui sont menées par des représentants de la communauté internationale. Donc, notamment, il y aura ce fameux plan de paix Vance-Owen qui vise à partager la Bosnie-Herzégovine en plusieurs entités. Très vite s'installe donc l'idée d'un partage territorial entre d'un côté la République serbe à qui on donnerait 49% du territoire et 51%, les 51% restants seraient donnés donc, aux Bosniaques musulmans et aux Croates. Et donc, je pense que c'est une forme de réel politique, ou de ce qu'on pourrait appeler une forme de réalisme, entre guillemets, politique qui a prévalu. Je pense que les grandes puissances ont accepté l'idée de la simplification et quelque part de la suppression de ces enclaves pour pouvoir voir un accord de paix comment dire, conclu le plus rapidement possible. En fait, les enclaves constituaient quelque part des points de blocage qui allaient empêcher un accord de paix. Donc là, le fait que ces enclaves aient été récupérées par les Serbes pendant le printemps et l'été 1995 a facilité quelque part la conclusion, en tout cas, d'un accord de paix. Mais vu le degré, je pense, de présence militaire via les Nations unies ou d'autres biais, effectivement, ça sera intéressant de savoir quel était l'état des renseignements. Et ça, malheureusement, on ne l'a jamais vraiment su, ça n'a jamais été rendu public. Mais quelle était la connaissance des services de renseignement des différentes armées occidentales, des grandes puissances, par rapport, par exemple, aux événements de Srebrenica? Ça serait intéressant de le savoir. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Madame la juge. Monsieur, tout d'abord, on vous remercie pour votre parole aussi.
Et comment interprétez-vous le silence de l'ONU au début de la guerre bosniaque pendant un génocide se déroulait évidemment? En fait, les Nations Unies, ce sont des États, et parfois, quand il y a des conflits, il faut arriver à parler à plusieurs voix, et en l'occurrence, les États n'avaient pas toujours, les grandes puissances n'avaient pas toujours la même vision du conflit bosniaque, et on l'a bien vu, certains États ont soutenu davantage les positions serbes, d'autres ont soutenu davantage les positions soit de la Croatie ou de la Bosnie-Herzégovine. Notamment en France, on a eu une politique qui a parfois été plus attentive au point de vue serbe qu'à d'autres points de vue, même si François Mitterrand avait fait en sorte que des casques bleus des Nations Unies soient envoyés en Bosnie-Herzégovine. En l'occurrence, le président François Mitterrand a toujours eu, pendant qu'il a été président, un point de vue plutôt favorable aux Serbes qu'aux autres populations. Et le problème donc de l'Europe à l'époque, c'est qu'elle ne parlait pas d'une seule voix, il n'y avait pas une politique non plus étrangère commune. Et à travers l'Europe, donc, on avait des pays qui n'analysaient pas, qui ne voyaient pas la réalité de la guerre de la même manière, ce qui a fait que cela a retardé, disons, l'élaboration, disons, d'un plan de paix. Et cela s'est fait beaucoup plus difficilement, en tout cas. Après, les Nations Unies, justement, ça rassemble tellement d'États qu'il est parfois difficile d'avoir des positions communes sur soit des conflits ou des sujets, tout simplement. En dehors des guerres, il y a aussi des divergences. Donc, c'est pas un travail facile, en réalité. D'accord, merci beaucoup. Oui, monsieur l'avocat. Monsieur Tomic, est-ce qu'on peut, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des documents qui ont été publiés par la Serbie sur leur désir d'avoir une Serbie pure, une grande Serbie. Est-ce qu'on peut connecter l'idéologie de cette époque, même si c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on peut le connecter aux pensées des chefs de Conseil du gouvernement de la Serbie en 1991? Est-ce qu'on peut les connecter ou non? Alors, en fait, on pourrait effectivement analyser la guerre de Bosnie-Herzégovine entre 92 et 1995 comme quelque part la continuation de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il y a eu une mobilisation d'énormément d'éléments liés à la Deuxième Guerre mondiale dans la guerre de 92-95. Et en ce qui concerne l'idéologie nationaliste serbe, le Parti radical serbe dont je vous ai parlé tout à l'heure s'est inscrit, lui, dans la lignée, justement, des royalistes serbes, donc, et de ce mouvement qu'on a appelé le mouvement tchetnik, qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était un mouvement lié à l'armée royale de Yougoslavie, mais qui, dans les faits, a collaboré à bien des égards avec les forces d'occupation, en tout cas n'aura pas résisté, bien que se présentant comme force résistante. Et en l'occurrence, cette force armée serbe a commis des massacres contre des musulmans pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est des massacres qui ont été documentés par la Yougoslavie communiste, puisqu'il y a eu des procès après 1945. En tout cas, le Parti radical serbe, lui, s'est inscrit dans la lignée de ce mouvement et s'est revendiqué d'ailleurs comme étant un mouvement tchetnik lui-même.
Et son leader politique, Vojislav Šešelj, s'est présenté et a été désigné comme le chef suprême, quelque part, de ces fameux tchétniks. D'ailleurs, le mot tchétnik a souvent été employé. Le terme tchétnik, ça désigne ça désigne des insurgés ou des soldats volontaires. En fait, c'est un terme qu'on employait pour les soldats volontaires de l'armée serbe déjà au 19e, début du 20e siècle aussi. Ce terme a été employé justement pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine pour les Bosniaques musulmans, pour justement ne pas avoir à dire nous combattons les Serbes. Ils disaient nous combattons les Tchétniks, ce qui voulait dire que l'on combattait les Serbes nationalistes extrémistes, quoi, mais pas l'ensemble des Serbes. Mais effectivement, il y a un lien idéologique. On est dans la poursuite effectivement d'une volonté de créer une grande Serbie, et ce projet il a été formulé, précisé à la fin des années 30 et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Merci, monsieur, pour votre réponse. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut finir l'intervention. Oui, dernièrement, monsieur l'avocat. Monsieur, est-ce qu'il y a un ancien rapport que la Bosnie-Herzégovine a tenté de condamner la République de Srpska? De la condamner? Est-ce que la Bosnie-Herzégovine a tenté de comment dire, juger avec le siège de Srpska, la République de Srpska? Alors en fait, bien entendu, le pouvoir en place en Bosnie-Herzégovine, donc celui qui représentait les Bosniaques musulmans, ont tout fait pour ne pas avoir à reconnaître la Republika Srpska. Mais bon, par la force des choses, ce n'est pas les Bosniaques ou les Bosniens, donc l'ensemble de la population de Bosnie-Herzégovine, qui a écrit ou contribué à écrire la constitution de la Bosnie-Herzégovine. La constitution actuelle du pays, en fait, elle fait partie des accords de paix de Dayton. Donc, elle a été écrite par les grandes puissances en réalité. Donc déjà, c'est un problème aussi, puisqu'en fait, on a une constitution qui n'a pas été rédigée, élaborée par les acteurs politiques locaux. Ensuite, en ce qui concerne les crimes de guerre, donc les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, ces crimes-là ont été jugés pour certains par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, mais le pays lui-même a mis en place une juridiction spéciale pour juger ces crimes-là, ce type de crime. Et donc, il y a une cour qui, en Bosnie-Herzégovine, juge ces crimes, et ça vient compléter le travail qui a été fait par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Donc, il y a des plaintes qui sont déposées, des jugements qui ont lieu, mais tout cela prend énormément de temps aussi. C'est un des aspects qu'il faut voir, c'est-à-dire que lorsque l'on juge 10, 15 ans, 20 ans plus tard, cela pose problème. C'est-à-dire dans l'absolu, il faudrait que l'on puisse juger aussitôt après la guerre. Là, souvent, on a des procès qui se tiennent 20 ans après, et ce qui peut poser des problèmes parfois pour les témoignages, les témoins, trouver des témoignages des témoins. C'est assez problématique. D'accord, merci. Donc, on va finir l'intervention maintenant. Monsieur, je vous remercie encore une fois, et pour montrer notre gratitude, on a fait un don à l'association de soutien à la vie moderne dans le projet de J'ai une fille en Anatolie, qui en fait est responsable du financement des études d'une fille en Anatolie.
Donc, je vous remercie encore une fois au nom de mon école. Bah, écoutez, j'étais très heureux de participer, d'intervenir dans le cadre de votre projet. Je vois que vous avez fait preuve d'une grande curiosité en vous intéressant à ce sujet et ça fait plaisir à voir parce que ce type d'expérience n'est pas fréquent, et notamment lorsque je regarde un peu ce qui se passe en France, à Paris, autour de moi. Cette ouverture à l'international, je ne peux que la féliciter, vous encourager à poursuivre également dans cette direction. Merci beaucoup, Monsieur Tomic. Je vous remercie aussi au nom de notre lycée et puis de notre club d'avoir consacré ce temps précieux à nos élèves, à nos questions. Et nous espérons vous revoir peut-être en présentiel à une autre occasion à Istanbul. Bah, je me manifesterai à ce moment-là. Super. Oui. D'accord, alors on va clore la séance. Iklim, c'est à vous peut-être de clore la séance ou bien Gun. Monsieur, moi aussi, je veux vous remercier pour votre intervention enrichissante et vraiment informative. Et comme Madame Gunja a dit, on espère vous voir en présentiel à Istanbul. Et on vous dit au revoir. Merci beaucoup. Et puis, probablement, on aura une occasion de nous rencontrer donc, à Istanbul bientôt. À bientôt, alors. À bientôt, monsieur. Bientôt, monsieur.